supposer qu'on soit d'accord pour ne pas valider la démocratie représentative telle qu'elle est actuellement, ne pensez-vous pas que la solution n'est pas tant de remplacer la démocratie représentative par la démocratie directe, ce qui constituerait un changement trop brutal, mais d'évoluer vers un mix, démocratie directe, démocratie participative, démocratie représentative. Ce mix permettrait de mieux répondre à des problématiques différentes et complémentaires, et le poids de la démocratie représentative en serait réduit d'autant. Changement brutal, dites-vous? Vraiment, je ne suis pas sûr. Tout d'abord, il convient de dire que le système politique que nous nommons à tort démocratie représentative est en fait une oligocratie et qu'il n'est installé de façon stable, pour ce qui concerne la France tout au moins, que depuis l'année 1871, c'est-à-dire depuis seulement 150 ans, ce qui représente à peine la durée d'un clignement de paupières sur l'échelle du temps humain, puisqu'on fait généralement remonter la présence de l'homme sur la Terre à 5 millions d'années. Si nous oublions un instant cette minuscule période, nous constatons que pendant toute la durée de ces 5 millions d'années, c'est la force brutale et la loi du plus fort qui ont fait office de système politique. La révolution de 1789 a mis à bas la monocratie avec l'objectif louable, s'il en est, de remplacer ce système par la démocratie. Ce changement fut très brutal d'ailleurs, 100 000 personnes furent exécutées ou massacrées, des milliers de têtes furent coupées sur le bâti horizontal de M. Guillotin, dont celle du roi et de la reine, en cours d'exercice. Le plus désolant dans cette affaire, c'est que cette brutalité ne servit même pas à installer la vraie démocratie, mais une forme dévoyée de cette démocratie dénommée démocratie représentative, qui installait en fait la domination des marchands et premiers industriels issus du Moyen-Âge, qui, se sentant trop à l'étroit dans le cadre de la législation monocratique, avaient ressenti le besoin d'installer un nouveau système leur permettant de fabriquer librement eux-mêmes les lois nécessaires au développement sans limite de leurs entreprises. Le fait que le mot démocratie était dans l'air à cette époque et sur toutes les lèvres ne constitua pas un véritable problème, car il suffisait de conserver le mot démocratie et d'y mettre autre chose à l'intérieur. Ce stratagème politique fut parfaitement décrit par Emmanuel Joseph Sieyès dans son célèbre discours du 7 septembre 1789 devant l'Assemblée nationale, où il explique très bien et dans le détail comment le nouveau système à mettre en place en France devait être une oligocratie, c'est-à-dire le pouvoir d'une minorité agissante, mais qu'il convenait de nommer démocratie représentative, afin de conserver le terme sacré de démocratie pour lequel on s'était battu. Aujourd'hui, le problème posé, c'est donc pas de remplacer la démocratie représentative par la démocratie directe, comme vous le dites, mais de remplacer l'oligocratie par la démocratie directe. Et ce changement n'a absolument rien de brutal, ni au sens propre ni au sens figuré, car nous, démocratie directe et résilience, souhaitons d'une part qu'il soit instauré dans le cadre de la légalité, et d'autre part, nous faisons observer qu'il ne vise qu'à annuler un stratagème mis en place après 1789 et à rétablir le véritable objectif de ceux qui ont abattu la monocratie. En fait, cette supercherie fonctionne à deux niveaux. Premier niveau, la démocratie dite représentative actuelle n'est pas une démocratie représentative, mais une oligocratie. C'est un premier débat. Deuxième niveau, la démocratie représentative n'est pas la vraie démocratie. C'est un deuxième débat. L'identification de ces deux niveaux illustre bien la confusion qui s'établit actuellement dans la plupart des débats sur la démocratie. Confusion que je souhaiterais précisément dissiper en mettant à profit la question que vous me posez. Commençons par le premier débat, puisqu'il conditionne naturellement le cadre du second. La démocratie actuelle n'est pas une démocratie représentative pour au moins trois raisons. L'article 27 de la Constitution, le mode de financement des partis politiques et l'absence de participation équitable des partis à la vie démocratique de la nation. Voyons la première raison. L'article 27, titre 4 de la Constitution du 4 octobre 58, titre consacré au Parlement, dit que tout mandat impératif est nul, ce qui signifie en clair qu'il est interdit à un élu de représenter ses électeurs sur la base de leur vœu électoral.
L'élection, c'est-à-dire la désignation par le peuple de mandataires chargés de le représenter, ne doit porter que sur la personne du mandataire. Cette personne n'ayant constitutionnellement aucun compte à rendre à ses électeurs, elle reste totalement libre de ses actes et de ses décisions. Ce principe vaut naturellement pour tous les types d'élections, et notamment l'élection présidentielle, pour laquelle il est de notoriété publique que les programmes des différents candidats ne sont que des chiffons de papier. Deuxième raison. Concernant le mode de financement des partis politiques, il convient d'observer qu'un système représentatif véritablement sincère se devrait d'accorder des moyens financiers identiques à toutes les formes d'expression politique, quelles qu'elles soient, afin que les citoyens électeurs puissent se faire une opinion sur la base d'une offre élargie et non restreinte à celle des partis ayant obtenu des scores suffisants aux élections précédentes. Ce système réserve l'accès aux fonctions électives à une caste en place et empêche manifestement tout renouvellement démocratique. Troisième raison. Indépendamment du fait que les partis ne faisant pas partie de l'établissement sont privés de moyens financiers, ces partis sont également privés d'accès aux médias de communication. Pourtant, l'article 4 de la Constitution actuelle indique que les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage, qu'ils se forment et exercent leur activité librement, et surtout que la loi leur garantit l'expression pluraliste des opinions et la participation équitable à la vie démocratique de la nation. Si cet article était respecté à la lettre, il conviendrait que des structures de débat citoyen soient mises en place dans tout le pays, que des forums permanents soient ouverts à toutes les opinions, dans la limite bien entendu des lois sur la liberté d'expression, et sans tenir compte des résultats électoraux ou des sondages. Il conviendrait également qu'une chaîne télé, qu'une chaîne radio, qu'un site internet, qu'un journal papier soient mis à la disposition de façon strictement égalitaire à tout parti en faisant la demande, et ceci afin de garantir une expression politique pluraliste. Tout ce dispositif devrait naturellement être financé par l'État dans le cadre d'un véritable service public de l'information, en lieu et place du service actuel, uniquement au service du pouvoir en place. Si l'ensemble de ces obstacles était levé, c'est-à-dire que nos représentants soient porteurs de mandats impératifs, que le financement de tous les partis soit égalitaire, que tous ces partis puissent avoir libre accès à un ensemble de médias publics, et que des infrastructures permettant le débat citoyen soient installées dans tout le pays, alors, oui, si l'ensemble de ces conditions étaient réunies, nous pourrions dire que nous serions dans une démocratie représentative. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes donc manifestement dans une oligocratie. Et nous en venons alors au deuxième débat. Cette démocratie représentative, telle que je viens de la décrire, est-elle souhaitable? Cette démocratie représentative, telle que je viens de la décrire, ressemble-t-elle d'ailleurs à ce mix dont vous parlez? Direct, représentative, participative? Quelle signification mettez-vous exactement dans les termes de direct, de représentatif et de participatif? Quelles frontières mettez-vous entre la représentation et la participation, et entre la participation et la démocratie directe? La fabrication de la loi est une affaire sérieuse et compliquée qui ne peut se satisfaire d'à peu près quant à son mode d'emploi. Et tant qu'on ne m'aura pas donné une définition précise, fondée sur un principe clair de la démocratie participative, par exemple, je préfère m'abstenir d'en débattre. Mais si par contre, le fameux mix dont vous parlez ressemble de très près à la véritable démocratie représentative, c'est-à-dire pas le schéma actuellement en vigueur, mais un schéma incluant le mandat impératif, l'égalité de financement, d'accès aux médias de tous les partis, la mise en place d'une infrastructure de débat citoyen, alors dans ce cas, je dirais que cette démocratie représentative-là, oui, est un réel progrès de la démocratie, en ce sens qu'elle insuffle une dose significative d'humain dans l'organisation sociale. Et cette forme de démocratie représentative-là, celle-ci, telle que je viens de la décrire, pourrait donc constituer peut-être une étape vers la maîtrise complète par le peuple de la chose publique. Mais au final, cette étape serait-elle bien nécessaire? On peut se le demander à partir du moment où
où les citoyens auraient pris l'habitude de fréquenter des lieux d'expression contradictoires, où ils pourraient se constituer librement en groupes d'opinion parfaitement égalitairement financés et égalitairement diffusés par un ensemble de médias publics. Quel intérêt y aurait-il à compliquer ce dispositif en créant une strate supplémentaire constituée d'un groupuscule de représentants, dont d'ailleurs le mandat impératif les réduirait à la fonction de simples messagers du vœu populaire. Autant faire en sorte que ce vœu populaire puisse s'exprimer directement. Et c'est tout naturellement ce que nous proposons avec le système des agoras, dans lesquels s'élabore la loi sans l'intervention de représentants intermédiaires, et par lesquels peut s'exercer directement le contrôle du peuple sur l'action des agents du service public.